Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce jeudi 30 avril, en ce 45e jour de confinement. Soyez les bienvenus pour votre grand forum chaque soir 17h, 19h sur France Maghreb 2, en direct à la radio, mais aussi en live sur France Maghreb 2, Facebook et Christophe le Grand Forum, avec aujourd'hui jusqu'à 18h30 pour m'accompagner, mademoiselle Audrey Pronosti. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous les auditeurs et puis à tous les autres chroniqueurs. Mais je ne vais pas dire les noms pour une fois, je vais te laisser les présenter. Voilà, mais tout va bien. Un petit tour du côté de Nice, au soleil probablement, où on mange beaucoup plus tôt qu'à Paris, forcément. Faiza Ben Mohamed, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et puis j'espère que tout le monde passe une bonne journée de Ramadan surtout. On mange, nous, aux alentours de 20h31 aujourd'hui. C'est pas juste. Voilà. Il faut absolument qu'on s'en aille du côté de Nice rapidement. Yasser Louati sur France Maghreb 2. Tous les jeudis, c'est Louati. Comment ça va, Yasser? Bien, Christophe. Bonjour à tous. Et Monsieur Boyaki, évidemment, qui est, comme d'habitude, The Mission pour la réalisation sur France Maghreb 2. Alors, on recevra un copain, les amis, du LGF dans quelques minutes. Il s'appelle Dionor Excellent. Il l'a fait. Il a remporté cette élection municipale au premier tour. C'était le 15 mars dernier à Villetaneuse. Il est le nouveau maire donc de Villetaneuse, mais on va entrer en connexion avec les difficultés que cela peut poser. Il est nouveau maire, mais il ne peut absolument pas agir. Et comment ça se passe pour les élus justement qui terminent leur mission ou ceux qui la commencent? Ils ne peuvent rien faire. Alors qu'il a écrit au préfet pour proposer un conseil municipal par vidéoconférence, comme on a fait d'ailleurs gérer un petit peu des situations de la sorte pour bien des situations. On se retrouve donc avec une maire sortante, le peuple qui a choisi un nouveau maire, et c'est une maire sortante qui doit prendre des décisions importantes, entre autres pour le déconfinement, pour le retour à l'école, qui est aux manettes. C'est incompréhensible et pourtant c'est réel. Dionor Excellent est le nouveau maire de Villetaneuse. Il ne peut pas pour l'instant agir. On parlera de cela avec vous. À 18h, on vous posera la question qu'on vous a posée d'ailleurs sur Twitter. Selon vous, la découverte du nouveau syndrome de Kawasaki, chez certains enfants atteints du Covid-19, devrait-il remettre en question la réouverture des écoles le 11 mai? C'est la question que l'on vous posera et à laquelle vous répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2. On prendra la tendance dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on commence par un petit zapping, comme d'habitude. Et le 11 mai, on en parle de plus en plus, sauf que il y a des maires pour qui la mission sera tout simplement impossible, à l'image de Asdin Taibi, du côté de Stein. Regardez ce reportage. Je confirme pour moi le 11 mai, en tous les cas ici à Stein et certainement en Seine-Saint-Denis, on est loin d'être prêt pour ouvrir les écoles primaires. Enfin, je parle en tous les cas des écoles qui sont sous la responsabilité, où les bâtiments sont sous la responsabilité de la ville. Hein. Ça me paraît injouable, à vrai dire, pour le 11 mai. C'est la position que je peux réaffirmer. Je ne vois pas comment, en plus, avec une semaine, il y a quand même 2 jours fériés qui arrivent. Il y a très, très peu de jours ouvrables. On a besoin d'avoir des clarifications encore sur tout ce qui est question de l'entretien des locaux. On n'a pas parlé, mais je pense que ça veut dire qu'il faudra désinfecter en tant que gestionnaire des bâtiments scolaires. Comment on va faire Rien n'a été apporté de clair et de supplémentaire en ce qui concerne nos craintes dans les écoles. Dites-moi combien de personnel doit-il y avoir dans une classe d'école maternelle et d'école élémentaire pour encadrer 15 enfants? La distanciation, donc ça veut dire qu'il faut intervenir si ce n'est pas dans la cour, c'est en classe, si ce n'est pas en classe, etc. Comment on va gérer la question des repas? La question, c'est comment ça va se faire, notamment dans le lavage des mains dans les toilettes. Est-ce qu'il faudra nettoyer chaque bouton poussoir dans les toilettes pour qu'à chaque fois que les enfants iront se laver les mains? Ça va être extrêmement, extrêmement difficile à gérer. Très difficile. C'est quasiment mission impossible. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que ce serait vraiment mission impossible. De mon point de vue, après avoir consulté les enseignants, ils me disent qu'il faudrait, dans la situation actuelle, pour respecter les mesures barrières, en gros, un adulte pour 5 enfants. Le protocole devrait nous dire comment on forme ces personnes
quels doivent être leurs réflexes pour canaliser les enfants dans les couloirs, dans des classes souvent très exiguës. De ça, on ne sait rien. Et puis on vous dit, mais on va vous le dire le 7 mai pour une ouverture éventuelle qui peut être le 11 ou le 12 mai. Il y a le week-end du 8 mai. J'attendais aussi pour clarifier aussi la responsabilité pénale des maires, de dire que nous, en tant que gestionnaires de bâtiments scolaires, comment ça se passera si un enfant ramène le virus à ses parents alors qu'ils ont échappé, en effet, grâce au confinement, au virus, si on rouvre trop vite les écoles. Bon, tout cela n'est pas sérieux, n'est pas raisonnable, et on reste dans l'improvisation permanente du gouvernement depuis le début de cette crise. Il n'est pas question d'être dans une position complètement radicale. Pour moi, ce n'est pas une position radicale que de ne pas ouvrir les écoles. C'est surtout une position pour éviter que l'épidémie se propage au sein de l'école et qu'on se retrouve à gérer des situations sanitaires extrêmement difficiles. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur le respect des consignes sanitaires très strictes. Et ça me paraît relativement insurmontable dans un délai aussi court. C'est ça la réalité à laquelle on est confronté. Voilà, un extrait de quelques maires qui cherchent à rentrer en résistance, bien entendu. Et on peut le comprendre. La difficulté pour ces maires, on leur demande d'attendre le 7 mai, Audrey, pour qu'ils puissent agir pour le 11 et 12 mai. Ça paraît incompréhensible. Donc les maires disent mais c'est impossible de préparer les écoles, de préparer la désinfection, etc. C'est mission, comme ils le disent, impossible. Audrey. De toute façon, ce qui est évident, c'est que leur discours est doté d'un bon sens extrême. Enfin, je veux dire, je m'étonne même qu'il n'y ait pas plus de maires qui, en fin de compte, s'associent à ce genre de propos, finalement, parce que certes, il est prévu que les écoles soient en tout cas ouvertes pour le 11 mai, mais ça reste en tout cas le flou artistique, malgré en tout cas les différentes préconisations de notre cher Premier ministre Édouard Philippe. Clairement, voilà, moi je pense que ils ont raison de prendre cette décision, et j'espère en tout cas qu'il y aura d'autres maires qui prendront cette décision. Voilà. Yasser Louati, toi du déconfinement, tu en as parlé dans ton dernier podcast qui est toujours en ligne d'ailleurs. Oui, justement, c'est que j'avais fait une analyse à peu près 20 minutes sur le déconfinement du 11 mai. Et en fait, en enquêtant, on voyait bien qu'il y avait déjà une cacophonie totale au niveau du gouvernement. Il y avait déjà contradiction entre les différents ministres. Il y a Blanquer qui a communiqué de son côté sans prévenir personne. Oui, on va renvoyer les enfants à l'école à partir du 11 mai. Et là, en fait, il y a vraiment une mise en danger de la population qui est flagrante lorsqu'on se met à parler d'immunité collective. Donc là, le gouvernement fait le pari qu'en exposant 60% de la population, on va choper le virus et on va développer des anticorps et un système immunitaire. Alors qu'on n'a aucune preuve que ça marche. Les virologues ont déjà prévenu, si vous faites ça, vous aurez des centaines de milliers de morts sur les bras parce que vous allez encore déborder les hôpitaux. On sait que les personnes qui ont contracté le virus et ont été guéries ont fait une rechute. On a maintenant Édouard Philippe qui parle de déconfinement avec classe réduite, et dans ce cas-là, les parents et les syndicats qui demandaient déjà une classe réduite depuis des années, finalement, et qu'aujourd'hui, on leur avait dit pendant 20 ans, on ne peut pas réduire les effectifs par classe. Aujourd'hui, on peut le faire. On voit que tout est fait à la hâte. On a aussi la question des masques qui se pose. Alors, on dit, on va avoir des masques grand public. On ne sait pas où est-ce qu'ils seront vendus. On sait pas. Si, on sait, Intermarché, Leclerc, dans les tabacs, à partir d'aujourd'hui, on sait, ça y est. Grand public, ce n'est pas les marques FFP2. Parlons-en, les prix. Hein. Oui. Donc, après, voilà, ce qu'il faut le problème, c'est que déjà, tout qui est vendu, c'est des masques, le minimum. Ce ne sera jamais des masques quand même qui soient plus protecteurs. L'autre problème qui se pose, c'est que est-ce que ces masques ne sont pas censés être donnés gratuitement à la population, étant donné que le gouvernement déjà n'a pas géré la crise, ça c'est un fait historique, mais deuxièmement, nous a mis en danger en faisant un mode de gestion au jour le jour qui a montré ses limites, mais en plus avec une gestion des stocks qui était désastreuse. Donc là, sincèrement, et je n'enverrai pas mon fils à l'école le 11 mai. Et je pense que chaque parent d'élève devrait se dire que l'année scolaire est terminée, qu'il y a mise en danger des enfants et même des salariés lorsqu'ils vont se retrouver dans des salles confinées où l'air n'est pas renouvelé. Comme vous voulez restreindre la contraction du virus, dans des salles où, même si on est 10 ou 11, l'air n'est pas renouvelé, les personnes sont en interaction permanente. Ouais. Et c'est la responsabilité du gouvernement
est engagé. Et je ne parle même pas de la catastrophe en cours dans les EHPAD, la catastrophe qui a eu lieu suite au maintien du premier tour des élections. Et j'espère que les citoyens prendront le chemin des tribunaux pour tenir ce gouvernement comme responsable. Très bien. Alors, le 11 mai, effectivement, c'est bientôt. On rappelle quand même que c'est sur la base du volontariat, Faiza Ben Mohamed, de cette stratégie de déconfinement d'Édouard Philippe et sur les maires. La catastrophe. Oui, sur les maires, donc qui effectivement décident de rentrer en résistance en leur disant c'est pas possible. On a le week-end du 8 mai, on nous demande d'agir le 7 mai pour le 11 mai. Ça paraît incompréhensible. Faiza, est-ce que tu comprends quelque chose, toi, dans cette stratégie gouvernementale? On a quelques problèmes de connexion avec Faiza, Christophe. C'est normal, c'est loin, Nice, hein, évidemment. C'est très loin. Oui, c'est à des milliers de kilomètres. 17h14, on en parlera en tout cas tout à l'heure, les amis, puisqu'on reparlera de cette nouvelle maladie qui a fait son apparition. Il a fallu à des signaux anglais pour qu'on la découvre, qu'on découvre plutôt qu'on a une vingtaine de cas présents dans les hôpitaux français. C'est Kawasaki, ça vient d'où, on ne sait pas, qui touche certains enfants, donc atteints du Covid-19. Cela ne devrait-il pas remettre en question de facto la réouverture de toute façon des écoles avec cette nouvelle maladie contractée par des enfants, parce qu'on nous disait que le Covid-19 ne touchait pas les enfants, évidemment. Alors, deuxième petite vidéo que je voulais vous montrer. Ah tiens, c'est... Oui. On a le retour de Faiza, mais de toute façon, si ça bug, on va faire de l'audio radio avec elle. Juste pour te dire, avant que M. Jérôme Salomon dévoile leur carte, on a une info. L'Île-de-France sera bien en rouge, donc je ne vois pas comment on pourra reprendre le 11. Ah oui, oui, effectivement. Ce sont les départements, effectivement, qui seront les moins touchés, qui pourront reprendre. Faiza, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur ce déconfinement, sur la stratégie employée par le gouvernement qui a été révélée par Édouard Philippe, et sur les maires, effectivement, qui rentrent un petit peu en résistance en leur disant mais c'est pas possible, c'est quasi impossible. Faiza, tu as entendu la question de Christophe sur le déconfinement et l'appel des maires à rentrer en résistance sur le fait c'est une mission impossible d'ouvrir les écoles le 11. Non, elle ne nous entend pas. Elle n'a pas l'air de nous entendre, sinon elle serait plus réactive. Ok, Christophe. La connaissant. Bon, alors on la retrouvera peut-être tout à l'heure, on l'appellera, on envoie le numéro à Nabil, qui pourra comme ça l'appeler au téléphone. En pleine, comment dirais-je, conférence, c'était discours d'Édouard Philippe, c'était mardi. Je voudrais vous faire écouter un extrait de ce discours. Lorsque, eh bien, le Premier ministre Édouard Philippe, parlant du déconfinement, eh bien, s'en est pris, tout simplement, et là je suis assez d'accord avec lui pour une fois, au fameux commentateur télé. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe, c'était mardi. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent ce que la convivialité des bistrots y perd. Mais je ne crois pas que cela grandisse le débat public. Non, les députés ne commentent pas. Ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. C'est votre honneur, c'est votre mission, et c'est ce que je vous invite à faire après le débat qui suivra cette déclaration. Voilà, petit tacle du Premier ministre Édouard Philippe, en parlant des commentateurs qui se prennent pour tout, sauf ils se prennent pour des médecins, pour tout. Yasser, t'es un peu d'accord, non? Tu partages du Premier ministre, là? Non, pas du tout. Enfin, je partage le constat. Non, mais c'est un constat que je partage avant que ce ministre arrive au pouvoir. Il faut garder en tête que ce système qui permet à des ignorants de devenir des experts en tout et de rien, en direct à la télévision, sur des heures de grandes écoutes, c'est ce même système qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Donc, c'est pas quand ce système leur profite, c'est super, tout le monde a le droit de s'exprimer, etc. Le phénomène Macron est né de ce phénomène-là, sauf qu'aujourd'hui, ce qui a porté Macron au pouvoir, aujourd'hui, se retourne contre eux. Donc, oui, si vous avez laissé la place aux experts avant d'arriver au pouvoir, vous auriez eu peut-être des experts qui accompagnent une prise de conscience collective sur le coronavirus et qui évitent que on ait des Zemmour, des Elisabeth Lévy, enfin voilà, tous les tartifs du coin qui sont des experts et qui en plus induisent en erreur la population. Donc désolé, monsieur Édouard Philippe, il fallait se plaindre avant que ça vous soit bénéfique.
Non, mais il s'est pas plaint, en fait. Il a fait un petit tac, là. Il s'est offert ce petit privilège, un petit luxe. Ouais, mais quand même, hein. D'une certaine manière, Yasser, il n'a pas complètement tort hein, sur ce coup-là. Hein. Bon, après, de toute façon, bien sûr que là, c'est une situation inédite. Bon, voilà, c'était une crise qu'on pouvait absolument pas prévoir. Mais franchement, sur ce point-là, je rejoins le point de vue de Yasser. Voilà. Ouais. Bon, dans un instant, on va parler de Didier Raoult, qui a encore fait parler de lui. Il était l'invité de BFM TV au micro de Apolline de Malherbe. Il paraît qu'elle a la carte de journaliste. On est toujours étonné d'ailleurs. On est de retour dans un instant sur France Maghreb 2 avec notre invité qui arrive. Dionor Excellent, c'est le nouveau maire de Villetaneuse. Il reste toujours chroniqueur du LGF. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2 juste après la pub. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Avec le retour et de toujours Faiza. en live. Ah, Faiza, comment ça va à Nice? Ben, ça va, ça irait mieux si j'avais une meilleure connexion. Je sais pas, je vous entends, mais en pointillé. Et tout à l'heure, je vous entendais pas. Il faut te plaindre, vraiment, ça va pas du tout dans cette ville pourtant qui a donné des exemples à la France entière. Non, mais c'est pas une question de géographie. Non, attends, en mettant l'état d'urgence, en prenant des décisions bien avant tout le monde, quand même. Nice, vous êtes en avant-garde de toute la France. Moi, je pensais que vous étiez une ville dans le turfu. Oh là là. Non, mais on a plus de fibre. Depuis le confinement, on n'a plus de fibre. Là, les connexions, on laisse tomber. Franchement, ça devient pénible. Oui, j'imagine. Bah justement, puisque tu as la parole, Faiza, tout à l'heure, je posais la question, on parlait du déconfinement. Tu as évidemment suivi ce qu'a dit le Premier ministre. Que penses-tu de cette stratégie choisie par Édouard Philippe, par le gouvernement, pour le déconfinement et surtout pour ces maires qui, on l'a vu dans le reportage qu'on a diffusé, nous disent, si on nous demande d'attendre le 7 mai pour réouvrir les écoles le 11 mai, c'est mission quasi impossible. Et est-ce que toi, d'ailleurs, tu remettras tes enfants à l'école? Alors, en fait, je ne veux pas critiquer la stratégie du gouvernement parce qu'il n'y en a pas. On voit bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en fait. Un coup on nous dit oui, un coup on nous dit non, un coup on nous dit on va reprendre les CP le 11 et puis les autres classes ce sera échelonné. La semaine d'après on nous dit quelque chose d'autre. On voit bien qu'ils sont perdus, ils sont noyés et je crois qu'on va se noyer avec eux. Moi, à titre personnel, je vais remettre mes enfants à l'école. L'école m'a contacté pour savoir si j'allais les remettre ou pas. Parce qu'on va fonctionner évidemment sur la base du volontariat, comme je crois que ça va être le cas dans toutes les autres villes de France. Moi, je vais les remettre, mais tout simplement parce que j'ai pas d'autre solution. Je peux pas. Je travaille en tant qu'auto-entrepreneur, donc je suis obligée aujourd'hui de continuer à travailler pour mes clients et du coup, j'ai aucune solution de garde, j'ai pas de structure, j'ai pas de place en garderie ou en ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est impossible. Donc, je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler encore plus longtemps que ça a été le cas. Donc, je vais être obligée de les remettre à l'école, effectivement. Mais pour avoir discuté un petit peu avec les enseignants de mes enfants tout à l'heure, je crois qu'il y a les 3/4 des enfants qui ne reviendront pas. Ouais, c'est ça. C'est sur la base du volontariat, rappelons-le, hein, évidemment. Et pour ces mères, donc, qui décident... Christophe. Volontariat, il faut quand même apporter un justificatif qu'on garde ses enfants. Les élèves qui sont déjà... Oui. Non, mais d'accord, mais si tu décides, toi, parent, de ne pas remettre ton gamin, tu n'es pas obligé, puisque l'école n'est pas obligatoire, visiblement, après le déconfinement. C'est ce que nous a dit. C'est donc le terme choisi. Sur la base du volontariat, tu as le choix. Donc, si tu ne le mets pas, tu n'as pas à justifier. Je ne crois pas, Yasser. Écoute, moi, j'aurais préféré que des solutions alternatives soient offertes aux parents. On leur dire, écoutez, on va tout faire pour ne pas mettre en danger vos enfants et que vous ayez une solution, si vous voulez, en tant qu'adulte, retourner au travail, que de mettre les parents dans le fait accompli. Il y a plein de personnes autour de moi. Moi, j'ai pu, en fait, je suis instructeur, donc forcément, quand je donne cours, je ne peux pas donner cours dans une salle qui est confinée. Par contre, si je me retrouve, si je suis une personne qui doit aller au travail et que personne n'est là pour garder mes enfants, forcément, je vais aller avec la contrainte. Et là, le gouvernement a su jouer habilement sur la responsabilité parentale et le fait que les parents doivent aussi aller travailler pour gagner leur vie. Donc non, le gouvernement aurait dû mettre des solutions de garde pour que les parents ne mettent pas en danger leurs enfants. Je le répète, les enfants qu'on va mettre dans des salles confinées, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça veut dire qu'après le 11 mai, la deuxième vague est quasiment inévitable. Et ça, tous les virologues ont averti. Pardon ?
peut-être même avant, Édouard Philippe l'a rappelé, il a dit que toutes ces annonces qui ont été faites peuvent être remises en question si les chiffres ne vont pas dans le sens attendu. Si par exemple, il y a une grosse remontée, comme on l'a vu hier soir, et que ça se confirme, si on peut imaginer qu'il y a une augmentation d'entrée dans la réanimation, la stratégie du 11 mai, faut l'oublier, les amis. Hein. Oui, il s'est quand même offert une marge de manœuvre au cas où ça ne fonctionnait pas. Mais comment que vous allez remettre en confinement des personnes qui ont passé 45 jours en confinement ou 50 jours? Et vous leur donnez une semaine où ils reprennent un semblant de normal. Non, on revient, on repart. C'est pas possible. Il faut être réaliste. On l'a bien vu à Paris 18e, les gens chantaient. C'est pourtant ce qui risque de se passer. Hein, donc, oui, ou pas. Enfin, on verra. En fait, j'ai l'impression, comme le dit Faiza tout à l'heure, quand tu lui poses la question sur la stratégie, elle me dit, mais c'est difficile de répondre parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de stratégie. On a l'impression que ça change tous les jours. On se lève le matin, tu as une nouvelle information qui vient contredire celle de la veille, et parfois même une information donnée le matin est contredite le soir. C'est à n'y peut rien comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de stratégie, si tant est qu'il y en ait une, c'est quand même celle... Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. De retour et en direct sur France Maghreb 2 avec Faiza Ben Mohamed, avec Audrey Pronosti, Yasser Louati sur France Maghreb 2. Monsieur Bouriaki est aussi de la partie, bien entendu. Et on parlait il y a quelques instants de déconfinement. On en reparlera tout à l'heure avec cette question que l'on vous pose et à laquelle vous pouvez répondre sur Twitter, le Grand Forum FM2. La question est la suivante. Selon vous, après avoir découvert donc ce nouveau syndrome de Kawasaki chez les enfants atteints du Covid-19, devrait-il remettre en question la réouverture des écoles le 11 mai? Je pense avoir la réponse de nos amis débatteurs aujourd'hui. Mais on en reparlera avec vous et vous pouvez continuer de voter évidemment sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous voulez qu'on parle d'un homme qui a fait beaucoup parler de lui? Il a d'ailleurs même soigné ton maire, Faiza, il s'appelle Didier Raoult, et sur l'hydroxychloroquine, évidemment, il a parlé des pays qui ont fait le choix de traiter les patients bien avant la France, bien que la France n'ait toujours pas choisi ce traitement. Et il déclare chez nos confrères de BFM TV que les pays qui ont fait son choix, eh bien, la mortalité est bien inférieure à nous. Écoutez Didier Raoult. Il y a une cassure dans le monde, c'est-à-dire il y a le monde des pauvres, en particulier des moins riches du Sud, qui ont utilisé la chloroquine et puis ensuite l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme on a fait nous, d'une manière massive, et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas. Et il y a la question de l'Europe de l'Ouest. C'est la première fois que sont dans les pays les plus riches qui a la plus forte mortalité, qu'on est les seuls à ne pas avoir traité aussi. Hein. Donc les autres, ils ont détecté, traité. Hein. Donc nous, on a décidé qu'il ne fallait pas traiter à un bout d'un moment. Si vous voulez, tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Voilà, alors effectivement, lui nous dit, et là c'est là où c'est très intéressant et que j'aimerais avoir votre avis, parce que il a toujours dit, Didier Raoult, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il a toujours dit que mon traitement, ce que je propose, ne sera valable que si on prend ce traitement au début du déclenchement du Covid-19. Il ne faut absolument pas attendre d'être en réanimation comme certains l'ont fait ici en France, qu'il fausse après l'étude, et ce qui change tout. Donc il insiste en disant, voilà, les pays qui ont fait le choix de traiter les patients à l'hydroxychloroquine, eh bien, la mortalité, elle est bien inférieure à nous, à la France. Qu'en penses-tu, cher Audrey? Moi, je suis pas du tout étonnée de ce que justement le docteur Raoult, professeur Raoult, pardon, dit, parce que d'ailleurs il l'a toujours dit. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment pris au sérieux. De même que les personnes qui avaient fait usage de ce médicament bien avant cette crise sanitaire, lorsqu'ils partaient, en tout cas en Afrique, en fait, ce sont des personnes qui en fait ont développé en tout cas une sorte, je vais pas dire je vais pas dire qu'ils ont été immunisés, mais clairement, et en tout cas, eux ont été épargnés, en tout cas par ce Covid-19. Donc non, mais moi, je suis totalement convaincue par le discours du professeur, hein, clairement. Faiza, le maire de Nice, Christian Estrosi, a été soigné à l'hydroxychloroquine d'ailleurs, puisqu'il a atteint, on le rappelle, avec son épouse, je crois, le Covid-19. Il a été soigné, s'en est bien sorti. Faiza,
est-ce que le professeur Raoult a raison quand il dit, voilà, aussi en France, on a faussé mon étude parce qu'on prescrivait ce traitement aux gens qui sont déjà en réanimation. Donc, ça fausse mon étude. Oui, bien sûr. Moi, je pense que, sincèrement, on devrait lui accorder bien plus de crédit que ce qui n'est le cas aujourd'hui. À mon sens, cette espèce de diabolisation autour de la technique du professeur Raoult, elle relève non seulement du délit de faciès, mais en plus d'une espèce de décision politique. Clairement, il n'est pas en train de nous vendre un médicament ou un vaccin hyper cher. Il vend des. En fait, il est en train de mettre en lumière un traitement qui va coûter 40 centimes le cachet. Nabil, tu peux monter Faiza, s'il te plaît, un petit peu? On l'entend pas très bien. Elle a une petite voix, elle est timide. Elle est en ramadan. Alors, monte bien le son, s'il te plaît. Vas-y, Faiza. Oui, donc je disais, et ça n'arrange personne qu'un traitement comme ça qui coûte 40 centimes soit distribué à grande échelle. Il y a une espèce de diabolisation autour de ce médecin. Hein. Non seulement on le traite un coup de controversé, un coup de marginal, un coup de très à part, de très contesté. Tout est fait au sein de la sphère médiatique comme politique pour le discréditer son action. Moi, personnellement, si demain, un de mes proches venait à être atteint du Covid-19, qu'on se le dise, hein, je ferai tout pour essayer de me procurer de l'hydroxychloroquine. On a une chose claire. On voit que le Maroc, par exemple, a fait ce choix, pour ne citer que lui. Et le Maroc, la mortalité, elle est beaucoup moins importante. Choix. Heureusement qu'ils ont fait un choix, le Maroc, parce que imaginez quand même dans un pays qui s'appelle le Maroc, et on peut aussi parler d'autres pays comme l'Algérie, la Tunisie, s'ils n'avaient pas pris les dispositions en préalable, les structures, par exemple les lits de réanimation, ne sont pas les mêmes dans ces pays-là. Yasser, Louati, l'hydroxychloroquine, Didier Raoult, il te dit, voilà, bon, je te demande pas de croire au miracle de mon traitement, je te demande juste de le prescrire au bon moment. Ça s'entend, non? Alors, je réitère ce que je disais la dernière fois, c'est que je ne suis pas expert en la matière, donc je ne vais pas entrer dans le débat médical. Par contre, le professeur Raoult a été diabolisé. On voit bien qu'il y avait une tentative de discréditer son travail avant même qu'il ait pu s'exprimer. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, si lui donne des conditions pour que son traitement soit appliqué, pourquoi est-ce que ces conditions-là n'ont pas été respectées pour au moins essayer sur des patients et voir si ça marche ou pas? Donc vraiment, en fait, la gestion du cas Raoult, pour moi, soulève beaucoup de zones d'ombre et honnêtement alimente toutes les thèses qu'on peut dire. Est-ce que des laboratoires pharmaceutiques veulent avoir le monopole pour pas que la chloroquine qui coûte pas cher soit utilisée? On n'en sait rien, mais par contre, tout le comportement de la sphère médiatique et du gouvernement pourrait alimenter cette thèse-là. Est-ce que le professeur Raoult a eu une plateforme égale à tous les bonimenteurs de BFM et de consorts? Il ne l'a pas eu. Est-ce que ces étudiants ont pu être invités? Non. Par contre, on sait qu'on parle beaucoup du professeur Raoult, on voit des vidéos qui fuitent ici et là, mais qu'un professeur de renom en arrive à faire des vidéos Facebook pour se faire entendre, non mais là on se pose la question, dans quel monde on vit? C'est soit on l'écoute de bout en bout et on applique les préconisations qu'il apporte, et ça peut être encadré par un conseil scientifique qui existe déjà, ou bien on arrête de nous faire croire que le gouvernement cherche une solution temporaire dans l'attente qu'un vaccin existe. Mais moi je suis désolé, le professeur Raoult a été beaucoup trop diabolisé pour que ces détracteurs soient pris au sérieux. Ouais. Bon, alors on accueille avec nous quelqu'un que vous connaissez, les amis. Il est aujourd'hui maire d'une ville. Au premier tour, s'il vous plaît, il s'est offert ce luxe le 15 mars dernier à Villetaneuse. Monsieur Dionor Excellent, que vous connaissez bien entendu, ami du Grand Forum. Salut mon Dionor. Salut Christophe, merci pour ton invitation. Ça fait plaisir. Félicitations, monsieur le maire. Merci. Ça y est, merci, tu l'as fait. Oui, c'est vrai, on l'a fait. Bon, après, on l'a fait depuis le 15 mars. Et puis, voilà, tu connais la situation, comme tout le monde. Mais bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ont cru en ma candidature et puis surtout qui ont vu le travail qu'on a fourni depuis plusieurs années. Finalement, ce travail, le résultat du 15 mars, c'est le fruit de ce travail de terrain, un travail de projet, constituer une bonne équipe, avoir un bon projet qui correspond aux besoins réels des habitants, avoir une, je dirais pas parfaite, mais on va dire une très bonne connaissance de notre territoire
aussi bien de la ville et de tout son environnement avec toutes les autres collectivités. Et puis, c'est un travail de... on a fait vivre la démocratie, hein, comme tu le sais, après un siècle. Alors justement, on va en parler parce que on va dire, du même parti dans une ville. On a réussi à quand même à faire en sorte qu'une liste à 99% citoyenne, vraiment, la plupart des gens qui vont être élus n'ont jamais eu de mandat, à plus de 98% à peu près. Donc, moi, je dis que c'est une très bonne chose. Et puis, vive la démocratie. Oui, maintenant, absolument. on attend. Voilà. On va en parler justement parce que ça pose quelques problèmes de démocratie. Je me permets de te présenter l'équipe aujourd'hui. Audrey Pronostic, que tu connais, qui habite Bien pas sûr. très loin de chez toi d'ailleurs. Exactement. J'allais le dire. J'allais le dire. On n'habite pas très 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 loin. J'ai fait mes études à Villetaneuse d'ailleurs, donc j'affectionne tout particulièrement cette commune. D'ailleurs, la ville s'en souvient encore. Oh, j'ai eu mon diplôme alors, hein, ça va. Oui, bien sûr. Yasser Louati qui est un peu plus au sud de la région et que tu connais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Yasser, t'as vu, on a un nouveau maire dans le LGF. On a un maire, il l'a fait hein, au premier tour. Il a mis fin à un siècle de communistes. Rien que pour ça, ça mérite vraiment les you-you. Hein. Karine, juste, au revoir. Voilà. Non, préparez l'entrée rapidement. Ils vont alors, ça coupe. Pardon, tu dis quoi, Yasser? Tu dis quoi, Yasser? Préparez la prise en fonction rapidement. Ils vous attendront au tournant. Mais justement, au-delà de ça, aujourd'hui, la situation elle est assez complexe. Bon, on reviendra avec Christophe. C'est que il nous informe de certaines décisions prises, mais on n'est pas associé ni à la gestion de la crise sanitaire, ni à certaines décisions qu'on ne sait pas. Et la difficulté qu'on aura, c'est que leur objectif, je le pense, je le dis en toute tranquillité, vu leur attitude, leur manque de dignité même des fois, et ils n'ont pas compris que, oui, il y avait un vote et aujourd'hui, ces personnes ne doivent plus être en responsabilité. Non, on va en parler. Juste, j'ai pas fini de te présenter l'équipe. Il y a Faiza qui est au téléphone, qui est du côté de Nice, un petit peu plus loin. Voilà, Faiza Ben Mohamed, Dionor excellent. Vous n'êtes jamais rencontrés, je crois, mais voilà. Non, pas encore. Voilà. Félicitations de vos maires. Salut, il est plus sympa que Christian Estrosi, Faiza, hein, Dionor. Ça, je te le garantis. Et puis. Il n'y a pas photo. Oui, j'imagine. Philippe Boyaki, que tu connais évidemment. Voilà. Bien sûr, mon ami Philippe. Qui ne connaît pas Philippe Boyaki? En plus, Dionor n'est absolument pas rancunier. Je devais animer son dernier meeting et j'ai été frappé, mais vraiment sévèrement d'une gastro. Voilà, la première chose qu'il a fait, c'est de prendre de mes nouvelles et je sais pas comment il a fait au pied levé. Voilà, je l'ai averti 3 heures avant d'être présent. Quoi. Ouais. Alors, Dionor, tu as été donc élu au premier tour à 51 et quelqu'un, donc le 15 mars dernier à Villetaneuse. Cette élection, au-delà évidemment de la réjouissance d'y être arrivé, pose quelques problèmes aujourd'hui parce que tu es maire, effectivement, depuis le 15 mars. Ça, c'est le peuple qui l'a choisi, mais aujourd'hui, tu n'as aucune possibilité d'agir ou de prendre une quelconque décision dans un moment qui plus est important, puisqu'on parle du déconfinement, où là, les maires ont un rôle indispensable à jouer. Quant à savoir si on remet les écoles en marche, de quelle manière, si on rentre au contraire en résistance comme certains maires en disant c'est quasi impossible, je préfère laisser tomber. Bref, ce sont des décisions très importantes auxquelles tu ne peux pas participer parce que la maire sortante, donc le peuple qui a décidé de lui dire au revoir et de lui dire de rentrer à la maison, c'est elle qui continue à prendre des décisions importantes qui peuvent avoir des conséquences pour l'avenir du Nord. On est là dans cette situation-là. Oui, aujourd'hui, on est dans cette situation. D'ailleurs, pour citer la maire sortante, il parle d'une certaine résistance qui souhaite résister. Bon, je sais pas qu'on devait résister au suffrage universel. Bon, ça, je l'ai appris aussi. J'apprends beaucoup de choses depuis le 15 mars. En effet, nous devrions être en responsabilité compte tenu de la situation particulière de cette crise sanitaire. Vous connaissez aussi les problématiques qu'on rencontre en Seine-Saint-Denis. Il y a une vraie attente vis-à-vis de la population, une attente qui est éducative, Et aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout associés aux décisions qui ne sont pas prises
parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites et qui ne le sont pas, et aux décisions qui sont prises. Et la crainte que nous avons, c'est de devoir défaire des choses qui auraient été faites, plus pour nous mettre dos au mur. Moi, c'est comme ça que je le pense, et avec l'équipe. Alors, il faut savoir qu'on a quand même entamé des démarches. Là, on est en train de perdre notre avis. Bon démocrate, de travailler ensemble, parce qu'on a pu comprendre, nous, que cette personne avait une once d'intérêt pour la continuité du service public, en période aussi de transition, de prise de responsabilité. Et il s'est avéré que pas du tout. On est là face à une personne, et je dis bien une personne, qui enfin peut régner en petite forme de dictature, même si la loi le permet, parce que la loi de sécurité sanitaire le stipule bien, c'est vrai. Les maires qui ont été battus dès le premier tour doivent tenir informés des décisions prises pendant cette période de gestion de crise sanitaire. Mais bon, le bon sens aurait voulu, et le respect aussi du suffrage universel aurait voulu que ces personnes nous y associent à toutes ces décisions. Alors, il faut savoir qu'une fois que là, on est sur la période on prépare le déconfinement, nous ne sommes pas du tout associés. Alors là, il y a un enjeu énorme. C'est pas que Villetaneuse, c'est toute la France, c'est l'Europe, c'est le monde entier. Donc là, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que s'il n'y a pas de décision coercitive, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, on est dans une stratégie on gère seul. On ne sait pas. Sur la question des masques, pareil, aujourd'hui, PUID, on ne sait pas trop où ils en sont. Sur la question des scénarios de réouverture de nos écoles et des équipements, on n'en sait rien. Sur les relations même avec les parents d'élèves ou autres, la désinfection des écoles. On a aussi posé beaucoup de questions sur le sujet du personnel communal, l'état sanitaire aussi de ce personnel dont on aura besoin pour pas que réouvrir nos écoles, mais aussi pour réouvrir nos services. Il faut savoir Alors, Dionor, on devrait avoir une continuité de service public. Aujourd'hui, il y a trop de zones d'incertitude pour une nouvelle équipe qui arrivera en responsabilité. Avec une maire sortante, une équipe qui visiblement. Tu t'entraînes pour les futurs conseils municipaux à ne pas lâcher la parole, Dionor. J'ai compris la stratégie du nouveau maire. J'ai gardé la parole et ne jamais la donner. Dionor, excellent avec nous, le maire de Villetaneuse sur France Maghreb. Alors ça coupe un petit peu. Je sais pas si c'est. Oui, t'inquiète pas. Bon, on t'entend bien, mon Dionor. Question à Dionor, excellent. Il y a aussi une autre problématique au-delà de ton rôle de maire, qui te met dans une difficulté. Il y a aussi, y compris pour les maires qui ont été réélus, mais qui, pour certains administrés, ont décidé d'arrêter, de siéger, enfin de siéger, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais en tout cas de rompre. Eh bien, ils doivent continuer malgré tout parce que le conseil municipal ne s'est pas fait. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, Dionor, amis auditrices, auditeurs, de faire, comme ça s'est fait d'ailleurs pour d'autres choses, faire un conseil municipal en vidéoconférence? Ça aurait pu être possible, ça, non, Dionor? Oui, en effet. D'ailleurs, si vous regardez mon dernier post sur Facebook, nous avons émis cette demande avec les anciens élus, les élus de l'ancienne majorité avec l'opposition. Nous avons émis une demande, et ça, c'est dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril, qui stipule que si 1/5 des élus demandent la tenue d'un conseil municipal, avec un quorum à 1/3, cela peut se faire. Nous avons émis cette demande par écrit, nous l'avons postée en lettre ouverte. La réponse a été non et non, avec des prétextes politiques ou visiblement cela nous donnerait une tribune, avec très peu d'informations qui nous ont été communiquées par rapport à l'ordre du jour qu'on avait proposé, parce qu'il y a un plan de continuité d'activité qui est censé être communiqué régulièrement. On l'a de temps en temps avec peu d'informations, donc il y a eu un refus. Du coup, moi j'ai fait la démarche d'écrire directement au préfet pour l'informer de cette situation. Donc il y a un refus, c'est-à-dire que même quand la loi permet… Est-ce qu'il t'a répondu, le préfet, Dionor? Non, pas encore. Bon, après, aujourd'hui, il faut savoir que la priorité, c'est quand même préparer le déconfinement, gérer la situation aussi de la crise sanitaire. Il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, nous avoisinons les 960 morts. Là, je parle des personnes qui décèdent
à l'hôpital et qui décèdent dans les EHPAD. Les personnes 962 qui décèdent, morts en cette ouais, là, samedi. les derniers chiffres que j'ai regardés, là, on est, pour ne pas donner, on est à 930 à peu près, bon, c'est approximatif. Mais il faut savoir que les personnes qui décèdent chez elles ou dans d'autres circonstances où il n'y a pas eu de test systématique ne sont pas forcément comptabilisées. Donc on a un vrai souci et vous avez vu, bon, en même temps, c'est pas le département où il y a le plus de personnes décédées. Hein. On peut prendre l'exemple du 94, on est à peu près dans les mêmes chiffres, mais il y a une urgence sanitaire, une urgence sociale aussi. Vous avez dû le voir dans certains reportages où et heureusement qu'il y a eu des élans de solidarité, d'associations qui s'organisent pour venir en aide aux plus démunis. Il y a des personnes là qui galèrent vraiment, qui peinent à manger. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, le préfet je pense pas que ce soit sa priorité de demander à la maire sortante à Villetaneuse d'organiser un conseil municipal, alors que pour nous, c'est vraiment nécessaire. Cette problématique, évidemment, elle ne concerne pas que Dieu-Nord, elle concerne beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, ces maires qui viennent de rentrer en fonction, mais qui ne peuvent pas agir parce que le conseil municipal n'a pas eu lieu, ou des maires qui ont été réélus, mais on change d'adjoint, etc. Et l'équipe sortante doit continuer de travailler alors que la nouvelle doit attendre. Enfin, c'est toutes ces complexités et qui permet aussi quelques jeux un petit peu malencontreux de certains maires sortants qui ont du mal à accepter la défaite, hein, ça, il faut bien se l'avouer. Alors, question de, je sais pas si Faiza Ben Mohamed, par exemple, tu as une question à poser à Dieu-Nord Excellent, profites-en. Oui, en fait, je me demandais parce que, en fait, on voit bien que... Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut monter Faiza, Nabil? Parce qu'on n'entend pas beaucoup Faiza, elle a une toute petite voix. Faiza, parle bien devant ton téléphone et on devrait y arriver. Là, c'est bon? Voilà, alors vas-y, on t'écoute. Ok. En fait, je me posais la question de savoir si, avant l'élection, est-ce qu'il était favorable ou pas au maintien de ces élections, parce qu'on voit bien que c'est cette décision-là qui a mis tout le monde... je n'ai pas du tout entendu. Je vais te la répéter, sa question, parce qu'elle est très intéressante. Si tu peux me la reformuler. Oui. Alors, Faiza te demande, Faiza Benmoua te demande si tu étais favorable au maintien du premier tour de l'élection municipale le 15 mars dernier. C'est intéressant, elle veut savoir, et moi aussi d'ailleurs. Écoutez, là-dessus, moi, je me suis clairement déjà positionné. Dès lors où l'élection a été décidée, maintenant, c'est sûr qu'on regarde avec le recul le nombre de personnes qui ont été contaminées, tout ça. Oui, après, on peut dire oui, on aurait pu repousser, mais au moment où cette décision a été prise d'organiser les élections, les cafés étaient encore ouverts, les restaurants étaient encore ouverts, tout fonctionnait. Le pays n'était pas à l'arrêt, on n'était pas en situation de confinement. Après, moi, je dis, il faut qu'on assume cette situation, ça a été fait ainsi, les gens se sont exprimés, on ne va pas leur demander de retourner massivement aux urnes alors qu'on a une situation de crise, une épidémie, un virus qui circule encore. Et je rappelle aussi sur les questions de l'abstention, nous, à Villetaneuse, on a eu 5 points d'abstention en plus. Mais vous savez, il y a d'autres élections, il y a encore plus d'abstention. Alors, est-ce qu'il faudrait faire une réforme de notre constitution et dire, à partir d'un certain seuil d'abstention, on refait les élections? Ça aussi, moi, pourquoi pas, hein, on peut. Donc, tu étais favorable, c'est ce que tu nous dis, tu étais favorable à la tenue de l'élection municipale. Du premier tour, dès lors que moi, tout était ouvert. Dès lors où les consignes sanitaires étaient respectées, les gestes barrières, la distanciation physique, le fait aussi d'éviter qu'il y ait trop de personnes dans les bureaux de vote. Voilà. Tant que les règles étaient respectées, pour moi, ça ne posait pas de souci. Maintenant, si cela devait se faire, il y aurait dû avoir une anticipation du gouvernement de dire les élections n'auront pas eu lieu, mais dès lors où on a dit qu'on organise les élections, il faut maintenant, après c'est facile de revenir en arrière, de dire oui, finalement on n'aurait pas dû. Bon oui, on peut raisonner aussi comme ça, mais aussi on peut raisonner sur le sujet qu'à un moment donné il y avait des élections, bon, il les a eues, on les a faites, et puis bon, je ne pense pas aussi, parce qu'il y a un autre sujet aussi qui est sous-jacent par rapport à cette question, aurait fallu-il décaler les élections, c'est que il y a des personnes aujourd'hui qui manifestent pour dire que la situation sanitaire a modifié le scrutin. Moi, je pense pas tant que ça. Si vous regardez il y a quand même 30 100 communes où les maires ont été élus dès le premier tour. Hein. Attention, on n'a pas eu de surprise majeure. Vous regardez, il y avait la prime aux maires sortants qui avaient eu un bon mandat. Ils ont été réélus. Il y aura des deuxièmes tours. On ne sait pas si ça va être organisé là
Après, On les rappelle la règle, déconfinements- Tenor, on rappelle la règle, si le deuxième tour ne se fait pas, s'il se fait plutôt avant le 22 juin, il y aura un deuxième tour simplement. Par contre, si on dépasse la date du 23 juin, on devra refaire toute l'élection. Et cela concerne que les élections, soit 6 000 communes, je crois, en France, qui n'ont pas statué dès le premier tour pour choisir leur maire. Voilà, Oui, ça, c'est c'est la tout règle. à fait. Donc, ce ne sont pas les 30 100 communes qui ont été, dont les Qui ont élu leur maire dès le conseils premier municipaux tour. sont renouvelés dès le premier tour. Mais heureusement, vous imaginez, on va dire de revoter, faire revoter 30 000 communes. Donc, non, maintenant, il y a le sujet de l'abstention, oui, il est vrai. Mais bon, franchement, nous, qu'on regarde un petit peu les tendances à Villetaneuse, il y aurait eu 500 votants de plus, la tendance aurait été la même. Vous voyez très bien que, voilà, et puis c'était pas serré entre. Ouais, il y a quoi? Il y a plus de 200 voix qui vous séparent. 270 voix d'écart entre Ouais. 39 et 50, 33. Bon, maintenant, oui, c'est sûr qu'on peut se poser toutes ces questions. Alors, tu vas rester avec nous, Dionor, bouge pas. Choix. On est dans le retour dans un instant, juste après la pub. On reste cependant en live sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum, avec question de Audrey Pronosti et de Yasser Louati à suivre. Et tu vas participer, si tu le peux, à notre question du jour, parce que elle est intéressante, justement, de la part d'un maire, puisque tu es maire maintenant. Mais tu restes, Dionor, chroniqueur dans le LGF, on est d'accord. C'était le deal. C'était le deal. Et puis, je me souviens, je t'avais dit, oui, je ferai en sorte d'être présent régulièrement sur les émissions, parce que ce que j'aime bien justement dans le Grand Forum, c'est cette parole qui est libre, et puis il y a une diversité de points de vue, il y a une démarche d'écoute, et puis c'est une petite famille aussi, hein. Bon, on a eu l'occasion de partager le sel et le pain, et d'autres moments aussi, notamment dans le cadre des stars. Bon, cette année, ça va être on compliqué. le faire. C'est un lieu d'expression libre, et puis chacun défend son point de vue avec ses arguments. Ouais. Et puis je trouve ça très bien. Et bouge puis, pas, on se fait la pub. Équipe, là. On est de retour Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Cependant live sur Facebook France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum avec Yasser Louati, avec Audrey Pronosti. Philippe, qu'est-ce qu'ils nous disent de nos amis de Facebook là? Ils sont réveillés aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, dur. Villetaneuse autrement. Un coucou, félicitations monsieur le maire. Voilà, les gens sont très fiers du parcours et de la réussite de Dionor, qui n'est pas né d'hier, c'est pas parce que c'est un pote qu'on le dit, c'est devenu un pote. Moi je le connaissais pas, je l'ai découvert il y a moins d'un an, mais par contre j'avais des copains sur Villetaneuse. Voilà, il a fait le taf, il a fait le job, il a toujours été là, il n'a pas attendu. Quand il y a eu le problème sur Auchan, ça a été le premier à y aller, à faire une pétition. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes de tension, c'était le premier à aller dans les quartiers pour calmer tout le monde, de faire l'interface entre la police et la jeunesse. Dans le milieu associatif, il a une présence de dingue, d'être en compagnie de celles et de ceux qui souffrent, lutter contre les expulsions, se battre contre les discriminations. Nous, à Orly, il nous a fait l'honneur l'année dernière de venir pour la commémoration de l'autre 8 mai 45. Voilà, c'est un militant des droits de l'homme. Il n'y aura pas cette année, d'ailleurs, Philippe. Il n'y aura pas la cérémonie du 8 mai 45? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je vais contacter Madame Jeannaudet en début de semaine prochaine pour savoir est-ce qu'elle va le faire ou est-ce qu'elle va pas le faire. Elle va peut-être le faire en comité restreint. Parce que les cérémonies du 8 mai, apparemment, en France, sont conservées. Tout comme d'ailleurs la cérémonie du Muguet à l'Élysée est conservée demain. Ouais. Ah oui. Ben voilà. Bon, bah, très bien. Vous continuez en tout cas à commenter sur Facebook France Maghreb 2 sur Christophe Le Grand Forum. N'hésitez pas, mesdames, messieurs. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Et allez-y, saluer notre maire. On en avait 5 candidats. On est sur les 5. Ben, il y en a un qui a réussi dès le premier tour. Il s'appelle Dionor Excellent. Il est avec nous, évidemment, sur France Maghreb 2. Audrey, pour une petite question pour notre ami, monsieur le maire, avant que l'on rentre dans notre sujet du jour. Oui, j'ai une petite question. Il y a quand même un élément qui me dépasse. Je pense que je dois pas être la seule. En tout état de cause, qu'on soit d'accord avec le fait que voilà, il fallait maintenir ou pas les élections. Vous avez été élu. Tu as été élu en tant que maire. Ça, c'est un fait. On peut pas revenir là-dessus. Maintenant, non mais. Non. Non, il a été élu. Non, je peux pas te laisser dire des inepties, je suis obligé d'arrêter avant. Il a raison, mais on va laisser.
Audrey, il n'a pas encore été élu. Philippe a aussi raison. Oui, non, mais attends, il va rectifier après. Mais il a été élu par le peuple, Philippe. Je suis désolé. Voilà. Le peuple l'a choisi. Avec Dionor Excellent en tête de liste, bien évidemment, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas élu par le conseil municipal, mais c'est une liste qui est élue, et c'est la liste, c'est le conseil municipal, le prochain conseil municipal qui élira son maire et ses adjoints. Je voudrais juste apporter une précision, et c'est ça qui me surprend, c'est que Rennes, Pessac, Grenoble, plein de grandes villes, mairie d'Esparon, de Véron, Nantes, on fait des conseils municipaux par visioconférence. Donc, il n'y a pas de raison. Donc Audrey, termine ta question. Donc, bien sûr. Non, en fait, moi, j'ai bien compris en fait le fait qu'il y ait une résistance à vouloir communiquer au niveau des informations par rapport à la crise sanitaire. Voilà, tu nous as expliqué que voilà, ils vous répondent que non. Il y a vraiment une désinvolture énorme par rapport à tout ça. Mais moi, je voudrais vraiment avoir la vraie raison. Pourquoi ils ne veulent pas communiquer? Parce qu'un non, en tout cas chez moi, ça me suffit pas. Donc, je voudrais avoir la vraie raison, en fait. Parce que ça me dépasse tout ça, là, vraiment. Hein. Ouais, spécule. Dionor va spéculer. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et ah oui, de retour sur France Maghreb 2, Audrey, en direct à la radio avec Audrey Pronostif et Isabelle Mohamed par téléphone. Yasser Louati, Dionor Excellent, le nouveau maire qui est avec nous, le nouveau maire de Villetaneuse. Et la question de Audrey Pronostif qu'elle a commencé à poser pendant la pub et qu'elle va nous faire un résumé pour que Dionor puisse y répondre assez rapidement, mon Dionor, parce que le temps passe vite et on a plein de choses à aborder ensemble. Ouais, alors je la fais rapide. En gros, quelle est la vraie raison pour laquelle ils vous ont expliqué que voilà, ils vouliez pas communiquer avec vous, et aussi, est-ce que parce que bon, ok, on est en période de confinement, donc voilà, c'est très difficile d'aller à sa rencontre. Est-ce que vous, quelqu'un en tout cas de votre liste, a essayé de rentrer en contact avec elle, en tout cas, pour avoir une vraie raison? Elle, c'est la Madame le maire. Oui, c'est très oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que nous, on a tellement dépassé. Je répondrai à cette question, bien sûr, parce on a tellement dépassé, parce que dès le soir du 15 mars, la maire sortante a refusé de me serrer la main, quoi. Elle estime que notre victoire n'est pas légitime. Il y a aussi un procès en incompétence, mais qui est fait en permanence, c'est-à-dire dès lors on pose une question, on est incompétent, on a été aussi insulté sur les réseaux sociaux. De voyoucratie, vous savez, c'est des personnes qui ont un sens de la démocratie, du renouvellement démocratique qui est très limité, à savoir c'est une personne qui est là depuis plus de 30 ans quand même, qui a eu 3 mandats de maire adjoint, 2 mandats de maire, avec une équipe qui n'était pas du tout proche des habitants. Bon voilà, ils ont perdu, mais il y a un refus, et au-delà de ce procès en incompétence, c'est aussi cette démarche de ça y est, ils souhaitent résister comme si on allait mettre, des propos qu'on allait mettre la ville à feu et à sang, donc procès en illégitimité, et puis refus aussi du suffrage universel. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas résister au suffrage universel. Les gens ont voté, ils ont voté. Mais pour revenir aussi à ce que disait Philippe, oui, en effet, je serai élu maire lors de l'installation du conseil municipal où l'ensemble de ma liste m'apporteront leur confiance en votant pour que je sois le maire, bien sûr avec l'élection. Mais c'est la logique. Délégation. Oui, mais c'est normal, c'est le principe. Mais la logique, c'est toujours la raison pour laquelle il y a des maires. Non, mais c'est pour ça. Il y a des maires qui sont installés en cours de mandat aussi. Il y a des maires qui démissionnent, qui laissent la place à d'autres. Mais moi, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, pour faire court, on a tellement dépassé toutes ces questions parce qu'on a très bien compris que de toute façon, ces personnes, vous savez, l'histoire de la chute, ils ne pensaient pas qu'ils allaient perdre peut-être dès le premier tour. Il faut rappeler aussi qu'il y a un recours qui a été fait par la maire sortante et son équipe parce qu'ils refusent leur défaite. Voilà. Après, je ne vais pas revenir dans les détails des éléments parce que, bien entendu, on a répondu à ce recours, on a rendu un mémoire au tribunal administratif, mais c'est logique en fait. Ces personnes ne sont pas attendues. Ils pensaient que la ville leur appartenait et qu'ils resteraient à vita aeternam. Aujourd'hui, la démocratie a parlé. Nous, la seule chose qu'on demande, parce que j'ai une équipe vraiment formidable avec des femmes et des hommes compétents, des personnes qui aiment leur ville, des personnes qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Nous avons une belle administration avec laquelle nous allons travailler en bonne intelligence. Nous sommes aussi prêts à prendre nos responsabilités. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est non seulement d'être informés, mais de toutes les décisions. Pas seulement quelques bribes d'informations du plan de continuité d'activité qui nous est communiqué quand il le souhaite, mais de toutes les décisions qui vraiment impacteront aussi notre arrivée en responsabilité, notamment sur les questions du déconfinement. Parce qu'on ne veut pas se retrouver dos au mur, parce qu'après moi, le déluge ou la politique de la terre brûlée, ça ne peut pas fonctionner encore plus dans cette situation de crise sanitaire. Donc, les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens ont besoin d'hommes et de femmes responsables, notamment la maire sortante actuelle qui a légalement le droit de continuer à gérer la ville, doit impérativement associer toutes les personnes qui souhaitent travailler ensemble dans l'intérêt de cette ville. Encore plus, les nouvelles personnes qui ont été élues, qui seront très vite aux responsabilités. Nous attendons justement l'avis du conseil scientifique là, à la mi-mai pour avoir une date d'installation. Et dès qu'on sera installé... Oui, mais Dionor, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Puisque Philippe Poiriaki nous dit, dans certaines grandes villes, ils ont pu réussir à faire le conseil municipal par vidéoconférence. Et qui est-ce qui s'y opposait? C'est la maire sortante? C'est la maire sortante aujourd'hui. Nous, on a fait une demande. Pour au moins discuter de ces sujets. Et de quel droit elle refuse? De quel droit? Alors, elle n'est pas la seule. Dans d'autres, il y a certains qui le font. Mais elle refuse parce que c'est des personnes, moi je le dis en toute tranquillité, ils ont un souci avec la démocratie. Vous regardez, quand vous voyez l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale qui explique son plan de déconfinement, en tout cas les grandes lignes. Après, il y a eu une expression de chaque groupe. Les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ne se sont pas vus faire un procès en incompétence pour autant. Ils n'ont pas reçu des insultes pour autant. C'est l'expression démocratique. Et ce sont des personnes, je pense, qui ne sont pas habituées au pluralisme démocratique. Et c'est vrai, et malheureusement, et c'est pas bon pour notre démocratie. C'est-à-dire quand ces personnes perdent, ils doivent non plus cette légitimité. En sachant qu'il n'y avait pas de surprise, les personnes qui ont pris le temps de suivre mon parcours politique à Villetaneuse, je fais des très bons scores depuis 2012. Je suis arrivé 3e à une élection législative. Je me suis présenté aux élections départementales. On a gagné avec M. Michel Fourcade, le maire de Pierrefitte. J'ai fini premier en 2017 en faisant un quart des voix face à 19 candidats sans étiquette. Au municipal, en 2014, j'ai fini 2e. Il n'y a pas eu les alliances qui auraient pu faire qu'on puisse être en responsabilité. En 2020, il n'y a pas de surprise. On gagne dans 4 bureaux de vote sur 6. Ce n'était pas la première fois. Donc, à un moment donné, je ne sors pas d'un chapeau. On est issu du processus démocratique avec une réelle confiance des habitants. Et puis, les gens ont voté massivement pour nous parce qu'il y avait aussi un rejet des politiques menées par la maire sortante et ces personnes n'acceptent pas leur défaite. C'est aussi ça. Ça fait combien de temps que le communiste est au pouvoir Après, combien de temps? C'est la même formation depuis un siècle. Voilà. Désolé. Bravo, Dionor. En tout cas, non, mais c'est bravo à toute l'équipe et bravo aux Villetaneusiennes et aux Villetaneusiens qui ont eu le courage de nous faire confiance. Mais cette confiance, on l'a gagnée parce qu'on a un programme, parce qu'on est une équipe, parce qu'on a une dynamique démocratique qui l'a fait. C'est pas le hasard. Les gens ne se sont pas trompés de bulletin de vote le 15 mars. C'est un choix clair, simple et démocratique. À Faiza Ben Mohamed, si tu veux te débarrasser de Christian Estrosi à Nice, on t'envoie notre tenor local. Je pense que vous pourrez le déloger. Pardon, je n'ai pas entendu, Christophe. Je proposais à Faiza d'envoyer un Dionor local à Nice pour déloger Estrosi et je pense que Faiza n'y serait pas défavorable. N'est-ce pas, Faiza? Et c'est possible. Je suis tout à fait d'accord, mais après, vu l'électorat ici, c'est hyper compliqué. Ah oui, c'est vrai que c'est un électorat très compliqué à Nice. En tout cas, et Christophe, oui. Juste, si je peux me permettre un mauvais jeu de mots, Karine Juste, on peut pas franchement dire qu'elle soit juste. Voilà. Bon, c'était peut-être pas très drôle, mais bon, ça va. C'est juste excellent. C'est juste excellent. Bien, Salwati, il faut que tu me remontes ce niveau. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, on est obligé de faire un petit peu d'humour parce que c'est tellement invraisemblable. Et puis, vous savez, il y a une certaine indignité dans certains propos, dans certaines attitudes. On ne peut pas avoir été responsable d'une ville après autant d'années
et ne pas se soucier d'une continuité de c'est pas possible. Même si on n'était pas élu, nous c'est ce qui nous choque le plus. Question de Yasser Wati. Est-ce qu'il peut en placer une? Vas-y, Yasser. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour revenir sur le débat qu'on avait eu, notamment avec Philippe, concernant le maintien du premier tour. C'est qu'on ne peut pas minimiser une décision qui était éminemment politique. On avait tous les éléments qui portaient à croire qu'au minimum, il y avait une mise en danger des électeurs et du personnel municipal et des militants terrain, etc., qui étaient mobilisés. Donc, on voit bien qu'après le premier tour, il y a des personnes qui sont mortes, des personnes qui ont été infectées. Je repense notamment à Karim Ouache à Bondy. C'est quand même une personne qui a contracté le virus, qui avait été mobilisée, qui a fait un coma et qui a failli rester. D'autres élus sont morts. On a des comptes rendus qui remontent du terrain, qui vous disent, dans le procès verbal de l'élection, j'ai bien mis heureusement qu'on était sans gants, sans protection, et qu'il y avait non seulement mise en danger du personnel qui est mobilisé, mais des électeurs. Et quand on regarde la prospective de ce qui s'est passé à la veille des élections, donc déjà, pour nous dire c'était trop tard pour annuler, c'est faux. Les Britanniques ont annulé l'élection du mois de mai dès le 13 mars. Ils ont dit stop, on arrête. Le débat sur le coronavirus était déjà chauffé à blanc depuis le mois de janvier. Donc déjà, on avait des doutes au sein de l'exécutif. On sait que ce qui a penché dans la balance, je le répète, c'est que Gérard Larcher, président du Sénat, pariait sur une remontée de la droite dans les municipales et avec l'élection des grands électeurs dans les conseils municipaux, garantirait sa réélection. Et on voit bien que même des personnes, j'ai encore mes notes pour le CJL sous les yeux, on a Dominique, comment ça s'appelle déjà, Dominique Bussy, je crois, qui disait le maintien du premier tour était une décision éminemment politique. Ça, on peut pas le minimiser. Surtout que on a des gens qui sont morts à la fin. Donc il y a un moment, il faudra bien faire le bilan sur qu'est-ce qui s'est passé pour que le premier tour soit maintenu, quelles ont été les conséquences de voir des personnes exposées dans des bureaux confinés, et en même temps que toutes les responsabilités sont mises en lumière. Parce que, hélas, le drame dans tout ça, c'est que lorsque le CJL traite de la question et on est sollicité par les informations, je me retrouve à être d'accord avec un élu national qui dit qu'il faut porter plainte pour mise en danger d'autrui. C'est quand même fou. Ça minimise en rien le travail militant de terrain qui a été fait. On va se faire un papier justement sur les acteurs terrain qui font tout le travail militant et qui ensuite se retrouvent mis de côté par les grandes familles politiques. Mais il ne faut pas qu'on minimise que des décisions cyniques ont été prises et qu'aujourd'hui, chacun peut se décharger. C'est pour ça qu'on ne peut pas le minimiser. Voilà, Dionor, pour cette analyse de Yasser Wati. Je précise. Oui, mais je peux y répondre justement. Vas-y, réponds. Je suis pas ce qu'il dit, ça mérite d'être dit. Après moi, ce que je disais, c'est que bien entendu, vous savez, il est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Aujourd'hui, ils ont bien arrêté l'installation des nouveaux conseils municipaux. Ils ont arrêté plein de choses. On a confiné. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que même les personnes aujourd'hui qui portent ce débat, au moment où on aurait pu le porter aussi en amont. Excuse-moi, mon Dionor, il y a une information capitale. Personnellement, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments d'information, nous, en tout cas à notre niveau, et c'est la raison, c'est un peu trop fort. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je ne m'étais pas positionné là-dessus parce qu'on n'avait pas peut-être tous ces éléments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on voit le niveau de circulation du virus, oui, il aurait été pertinent de se poser ces questions et que ce sujet soit débattu. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Aujourd'hui, ça ne délégitime en rien, et c'est ça mon sujet, le fait que certaines personnes ont été élues. Voilà, il y a deux sujets en fait sur ce problème. Attendez, messieurs, Yasser, les informations de dernière minute qui viennent de tomber, elle est très importante, très importante. On apprend à l'instant même que la saison de Ligue 1 est terminée, que le Paris Saint-Germain est champion de France de football. Moi, je dis bravo. Allez, Paris. Voilà. Non, mais c'est officiel, les amis. On est champion. Voilà. Bravo, Marcel. Voilà. Yasser, elle est pour toi, celle-là. Et juste pour finir par rapport au sujet là, des élections à coronavirus, c'est qu'à un moment donné, vous voyez un certain nombre de maires, notamment certains qui n'ont pas été élus, qui maintenant reviennent avec ce sujet. Les élections auraient dû être annulées. Et j'en ai même vu un
qui était le seul candidat qui a gagné à 100%. Dans une ville de je ne sais pas combien d'habitants, mais qui veut aujourd'hui se servir de ce sujet pour avoir un petit peu de lumière. Bon, moi je dis qu'il faut faire attention, il faut le porter le débat comme le fait Yasser de manière objective, avec des vrais arguments et s'interroger parce que on peut se poser ces questions pour ne pas refaire les mêmes erreurs si on était confronté à cette même situation. Mais aujourd'hui, il faut pas, je pense qu'il faut pas tout mélanger, malheureusement. En tout cas, pas Yasser, mais certaines personnes font quand même un certain mélange de sujets sur le sujet, fallait-il ou pas annuler les élections. Oui, cette question est légitime. On aurait pu aussi l'annuler si on était au fait de tout ce qui se passait au niveau de contagion, justement. Mais oui, c'est ça que ça coupe un peu. Pardon? Non, en fait, c'est que on savait qu'il y avait mise en danger. On ne remet pas en cause la suite. Quoique, ça pose la question du maintien d'élections. D'ailleurs, je fais une correction. J'ai cité en fait, c'est Dominique Rousseau qui est affilié à la gauche, qui est parlé d'une élection maintenue pour des raisons politiques. Je ferme la parenthèse. Non, là, les faits étaient établis. On savait qu'il y avait une mise en danger. On savait. On ne peut pas dire au mois de mars que 24 heures après l'élection, non, le danger était connu dès le début de l'année. Mais malheureusement, le fonctionnement de la Ve République fait que un Gérard Larcher, président du Sénat, peut faire pression sur le président pour maintenir une élection. Et c'est là, j'espère que les nouveaux élus sauront porter la question pour dire il faut que toutes les responsabilités soient exposées. Encore une fois, nous avons plus de 20 000 morts sur la conscience. Ce n'est pas rien. 24 000, pardon, voilà. Donc, on a 24 000 personnes qui sont mortes, d'autres vont encore mourir, et des personnes que nous connaissons, qui sont actives, en tout cas, dans le milieu associatif, et qui sont des partis politiques, et qui ont été mobilisés, ont aussi été exposés. Je connais aussi un élu à Créteil, qui, pareil, a été exposé parce que sa famille politique avait joué le grand jeu. Et maintenant, là, et je sais que ça va déplaire aussi bien à Dionne qu'à Philippe. Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y. Ça coupe un peu, mais moi, je t'écoute. Vas-y. C'est que là où il y a vraiment une responsabilité collective, c'est que j'aurais vraiment souhaité que les partis politiques contestataires, qui se disent l'être, aient appelé un boycott des élections. Ça aurait été un geste civique en disant nous refusons de faire passer notre accès au pouvoir sur le maintien en vie de nos concitoyens. Et ça, personne ne l'a fait. Chef parmi eux, Marine Le Pen, qui disait non, ce serait une mauvaise erreur d'annuler le premier tour, parce qu'elle aussi se disait il y aurait des gains politiques à ce que le premier tour soit maintenu. Donc, encore une fois, les grandes familles politiques, en tout cas leur direction nationale, ont une grande responsabilité, et vous pouvez, comment dire, on en parlera plus tard. Cette responsabilité-là devra être... moi, j'aurais aucun souci de débattre sur ce sujet. Après, attention, il faut pas non plus être dans une forme de culpabilité générale. Voilà, les personnes qui sont décédées, vraiment une pensée pour toutes ces familles. C'est vrai, ces personnes aussi. Ce n'est pas que le fait des élections. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs cas. Il faudrait étudier ça de manière raisonnable, raisonnée, et ne pas prendre le sujet que sur le prisme des élections du premier tour, alors qu'il y avait quand même des consignes sanitaires qui étaient données, qui étaient assez strictes. Et voilà, nous, on a fait campagne, les autres ont fait campagne. Voilà, après qu'on puisse se poser cette question, qu'on puisse en débattre, moi, je n'aurai aucun souci là-dessus. Ben, j'espère que alors j'aimerais juste te poser la question. Sujet. Oui. À Faiza, par exemple, qui a suivi, évidemment, comme nous tous, mais en tant que journaliste, Faiza, est-ce que la responsabilité, et c'est très intéressant ce que dit Yasser, la responsabilité des partis politiques, est-ce qu'elle est engagée quant au maintien de ce premier tour? Parce qu'on le sait, il y a eu des pressions de fait auprès du président de la République. Il a parlé de Larcher, il y en a eu d'autres. Et c'est même, et c'est là qui est plus dérangeant, ces mêmes politiques qui étaient favorables au premier tour, c'était le bal des faux culs dimanche soir en disant on n'aurait pas dû, c'est un scandale. Faiza. Ah oui, une fois qu'ils ont perdu, pour certains. On voit bien leur hypocrisie, elle a été claire et nette. Même ceux qui ont je n'entends pas. Opposé à ceux qui se sont opposés à la tenue de ce premier tour, j'aimerais bien savoir dans quelle échelle est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont juste écrit un petit mail en disant bon, moi je pense que c'était conseillé, je ne sais pas, mais finalement bon, ils sont allés voter quand même. Il n'y a eu aucun parti politique qui a appelé ne serait-ce qu'au boycott de ces élections ou qui a fait plus de bruit que ça. Alors je suis désolée, la responsabilité elle est au gouvernement, mais elle est aussi à tous les partis politiques qui ont d'une manière ou d'une autre. J'aimerais bien savoir dans quelle échelle est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont
Oui. Alors, il y a un retour de ouf. Alors, effectivement, merci Faiza, c'est très intéressant. Audrey, est-ce que tu partages l'avis sur la responsabilité politique? Audrey. Oui. Voilà, merci. Oui. Parce qu'il y avait un retour de ouf là. Faiza qui continue de parler alors qu'elle avait fini depuis 2 minutes. Ah, Audrey. c'est Dior, c'est le décalage, il est chez C'est Dior. Dior, ouais, c'est Dior. Voilà, c'est le nouveau maire, ça y est, il fout le bordel déjà. Ah. Vas-y, Audrey. Oui. Par rapport à la responsabilité politique par rapport aux élections, c'est ça? Tu sais qu'on est en émission là, ça s'appelle le Grand Forum, on est sur France Maghreb 2. Non, voilà. mais parce que parce que tu n'avais pas terminé ta question. Faut arrêter, Bah, je sais que je suis blonde, mais quand même. Que j'ai posé à Faiza quant à l'analyse faite par Yasser que je trouve très intéressante sur le fait que le premier tour, tout le monde y était favorable. Bon, alors je vais te répondre. Des faux culs. Alors, non, moi je vais te répondre clairement au début. Je vais être très claire, très nette, très honnête. Au début, je n'ai pas mesuré, en tout cas, je faisais partie des gens qui ne mesuraient pas la dangerosité de la situation et je pensais que c'était une bonne chose de maintenir, en tout cas, ces élections. Je pensais même que c'était un choix assez judicieux dans le sens où, effectivement, le président de la République avait fait le choix en tout cas de ne pas céder à la panique et le fait de les maintenir, justement, ça allait contre cet état d'esprit. J'étais dans cet état d'esprit. Après, effectivement, quand j'ai vu les conséquences que ça a eu, clairement, je peux vous dire que je me suis tue, je me suis ravisée. Heureusement que l'être humain est doté d'un cerveau. Et effectivement, aujourd'hui, avec le recul, et je l'assume totalement, parce que justement, Dionor, il l'a dit tout à l'heure, effectivement, avec le recul, c'est facile de changer d'avis. Moi, j'assume totalement le fait, franchement, d'avoir eu tort, clairement. Bon, et je pense qu'effectivement, la responsabilité est politique. Voilà. Il reste 4 minutes et j'aimerais qu'on réponde à la question du jour que je pose aujourd'hui, que nous posons aux auditeurs. Je peux t'y répondre en 2 minutes. Ouais, mais attends, permets que je la pose. Selon vous, la découverte du syndrome de Kawasaki chez certains enfants atteints du Covid-19 devrait-il remettre en question la réouverture des écoles pour le 11 mai prochain? C'est la question que l'on vous pose. Quelle est la tendance sur Twitter, le grand forum FM2, Philippe Bouriaki? Elle n'a pas changé, hein. Elle est toujours 89,90% pour le oui. Oui, donc oui, effectivement, pour que ça remette en cause la réouverture des écoles. C'est vrai que ce syndrome inquiète. On a eu des alertes d'Angleterre, d'Italie. Il a fallu qu'on découvre qu'il y en ait 20 ou 25 enfants en Ile-de-France principalement pour qu'on nous en parle. Donc il y a un souci quand même. On nous disait il y a encore pas longtemps, vous inquiétez pas, le Covid-19, ça n'atteint pas les enfants. Ils sont porteurs sains simplement. Dionor, en tant que nouveau maire, est-ce que ça remet en cause la réouverture des écoles le 11 mai, cette histoire de Kawasaki là? Alors, en tant que futur maire, mais en tant aussi que parent, bien sûr, mais déjà, l'avis même du conseil scientifique remet en cause la réouverture des écoles. Souvent, on nous a dit que cette autorité faisait foi sur l'aide à la décision, des trucs, et complètement, le gouvernement, là, n'en tient pas compte, alors que il reste quoi, quelques semaines. Pourquoi prendre autant de risques? Alors, est-ce que c'est vraiment la volonté de faire redémarrer l'économie, donc au détriment de la santé de la population, des personnes? évidemment. Donc voilà, moi je pense que il faut rediscuter justement de ce 11 mai et tenir compte de tout ce qu'il y aura juste avant. Donc maintenant, la priorité, c'est la santé des personnes et leur santé. Le reste, on verra. Donc oui, bien sûr. Donc tu réponds oui à la question. Ah bah oui, bien sûr. Oui, bah évidemment. Faiza Ben Mohamed du côté de Nice, on répond comment à cette question posée clairement aujourd'hui à propos de ces enfants atteints de Kawasaki qui sont atteints de Covid-19 et qui sont dans des états parfois assez graves d'ailleurs. On en a une vingtaine visiblement en Ile-de-France. Est-ce que ça remet en question la réouverture des écoles? Franchement, je ne sais pas trop quoi répondre parce que je pense qu'on apprend quotidiennement des choses et des informations contradictoires qui sont données autant par la sphère médiatique que politique de jour en jour. Personne, donc voilà, moi je pense que... Coupez-moi Dionor. Justement. Philippe, voilà. Vas-y Faiza, je t'en prie. Oui, je disais, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir tout simplement déjà réouvert les écoles avant même d'avoir cette information sur ce syndrome de Kawasaki.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maintenant, on voit bien que de toute manière, c'est pas plus du tout l'intérêt sanitaire qui prime. On voit bien que le gouvernement privilégie à ce stade l'enjeu économique. Et c'est bien pour ça que les écoles vont réouvrir et que les parents vont être obligés de retourner travailler avec un coup de pied aux fesses. Voilà, on prime l'économie. On voit bien que de toute manière, tout va être fait pour nous minimiser ça et on ne mesurera l'impact que dans quelques semaines, voire plusieurs mois. Il n'est pas impossible qu'on reconfine la population derrière, d'ailleurs. Bien sûr, comme ça a été le cas dans un certain nombre de villes en Chine. Exact. Il y a, Même en Allemagne, hein, on s'apprête à reconfiner apparemment. Tout à fait. Donc là, il faudra après que chaque politique qui était à la tête et qui était aux manettes au moment de prendre toutes ces décisions plus foireuses les unes que les autres, puisse se rendre des comptes pour les prochaines élections. Yasser Louati, tu réponds quoi à cette question claire aujourd'hui posée? Oui, ça remet en cause. De toute façon, toi, on a bien compris qu'avec ou sans Kawasaki, ton fils, tu ne le remets pas à l'école. Mais est-ce que là, avec ce nouveau paramètre, ça rajoute un petit peu d'avantage de se questionner, plus tranquillement, quoi? Je dis aux parents, pensez à ce que vos enfants diront dans 10 ans. Est-ce que vous allez entrer en désobéissance pour leur sauver la vie, ou est-ce que vous allez écouter un gouvernement qui a déjà été pris la main dans le sang des mensonges maintes et maintes fois? Il s'agit de sauver la vie de vos enfants. Moi, ma décision est prise. Je peux la prendre que pour moi et mon fils. Mais maintenant, des parents, même, je sais que, encore une fois, j'ai des collègues à moi, il y en a plein, ils savent plus quoi faire. Mais maintenant, j'invite les parents, que direz-vous à vos enfants dans 10 ans, ou que répondrez-vous à vos enfants qui poseront la question, on a été mis en danger, qu'as-tu pu faire pour me protéger? Maintenant, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents. Je ne veux pas dire aux parents, c'est de votre faute. Je dis seulement, ce gouvernement est indigne de confiance. Très bien. Merci, Yasser. Merci beaucoup. On est temps de rendre l'antenne en tout cas. Rendez-vous demain, les amis, avec François Durper, l'historien qui sera avec nous entre 17h et 19h. Merci à tous. Merci à Dionor qui reviendra dès la semaine prochaine avec son habit de chroniqueur. Restez avec nous. On se dit au revoir dans un instant sur Facebook en live sur France Maghreb 2 et sur Christophe Le Grand Forum. Merci à tous et à demain, 17h. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Quelques minutes encore avec Yasser Louati, avec Audrey Pronosti et avec Dionor Excellent. Je pense que Faiza, on l'a perdu parce que notre ami Nabil doit s'occuper du reste, de la suite, puisque Medjahed va prendre la relève dans un instant. Bon, Audrey, on t'a pas entendu à cette question, juste pour que tu nous donnes ta réponse. Je vais être brève. Outre le fait qu'effectivement, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, il y a des cas au Royaume-Uni, en Italie et effectivement en France. Le Royaume-Uni, l'Italie, de toute façon, le déconfinement par rapport à l'école, c'est prévu, mais pas avant le mois de septembre. Donc voilà. Au moins, ils ont tranché. Voilà, ça, de toute façon, c'était clair. Après, bien évidemment que ce genre de syndrome, c'est inquiétant puisque déjà, on est inquiété par le syndrome du Covid-19. Donc après, si c'est dérivé du Covid-19, bien évidemment que ça va ne faire que amplifier les inquiétudes, les craintes par rapport au déconfinement du 11, sachant que effectivement, il n'y a pas de recette et qu'on ne sait pas comment on va procéder. En plus, j'ai vu que ça présentait un état inflammatoire multisystémique. Alors, quand on est dans un état inflammatoire, moi je suis pas médecin, mais en général, il faut prendre des anti-inflammatoires et justement, c'est déconseillé d'en prendre puisque justement, ça impacte justement le système immunitaire. Donc non, justement. Franchement, voilà, ça ne va absolument. Oui, donc justement. En tout cas, je suis pas pour. Justement, voilà. Allez, arrêtez de vous moquer, hein. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Alors, Dionor, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui sur France Maghreb 2. Tu reviendras dès la semaine prochaine et là tu endosseras ton habit de chroniqueur. Je sais que voilà, il y a que mon ami Yasser qui était resté avec moi, qui fait Ramadan autour de cette table. Mon cher Yasser, qu'as-tu prévu ce soir pour le Maghreb? Est-ce que c'est un Maghreb consistant ou est-ce que c'est un Maghreb léger? C'est quoi, Yasser, chez toi? Franchement, je mange de moins en moins et vu que déjà je suis végétarien à base, en fait non, ce sera des plats légers, trop consistants pour pas s'endormir. Et puis après, à 4h du matin, ça sera légèrement plus consistant avec un petit déjeuner, on va dire, riche en protéines, c'est tout. Ouais, faut pas trop manger. Hein. Faut pas trop manger. Ah ouais? Quelle hygiène.
Oui. Ouais, quelle hygiène. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, mais c'est vrai. De détox, le ramadan. Ouais. Enfin, ça dépend pour qui. Et de purification du corps, effectivement. Ouais, ça dépend pour qui. C'est censé être un mois où on apprend un peu la sobriété et à se contenter du peu. Et tout l'extra qu'on a, veut dire autant le donner. Ouais. Dit-il, avec on rompt son jeûne avec un verre de Selecto. Je sais pas, non mais le Selecto c'est du kérosène le truc. Ah non, c'est extraordinaire, c'est très bon. C'est un goût de chewing-gum. C'est un goût de chewing-gum, je reconnais, mais alors. Le Selecto, elle est sur la table de tous les DZ, on les reconnaît évidemment. Je sais. Et pas que. Le Selecto est recommandé pour tous ceux qui souffrent d'anorexie. Hein. Ah ouais? Ah oui? Il y en a plein qui vont en prendre alors. Tu m'étonnes. On n'a pas ce on en connaît. Je pense que pour ceux qui ont du diabète, c'est prohibé à mon avis, hein, parce que là, t'es mal. Hein. Bon, rendez-vous demain, les amis, à partir de 17h avec François Durper, l'historien qui a sorti un livre. On va parler du bonheur. Tiens, du bonheur, malgré tout, dans un essai foisonnant. C'est l'historien François Durper qui revient sur la quête de félicité qui agite l'humanité depuis la préhistoire. Il sera notre invité demain avec Rudy Kazi, Razik Metich et Farid Tabsamani. On va parler un peu histoire et philosophie avec François Durper demain sur France Maghreb 2. Merci Yasser, Sarah Aftolek mon frère. Merci Audrey, merci Dionor. À la semaine prochaine. Merci. Salut mon Philippe. Merci. Bonne soirée à tous. Et rendez-vous demain à 17h sur France Maghreb 2. Restez connectés évidemment sur France Maghreb 2. Mais aussi et surtout, Christophe Le Grand Forum. Ciao tout le monde. Sarah Aftolek. Ciao. Sarah Aftolek. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France